Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. Nous reviendrons sur la 21e session annuelle de l'OSCE qui s'est déroulée ces jours-ci en principauté. Après 5 jours de concertation, des résolutions ont été adoptées, c'est ce que nous verrons. Nous prendrons la direction de la Russie à l'occasion de la représentation des ballets de Monte-Carlo à Moscou. Les responsables du tourisme monégasque ont suivi ce déplacement et vous allez le voir, ils sont sur tous les fronts. Nous irons au Larvoto où le site Handiplage et Audioplage vient d'ouvrir, un focus sur les bienfaits de la baignade pour les personnes handicapées. Le concours international de feux d'artifice pyromélodique de Monaco a débuté ce lundi, c'est la France qui a ouvert le bal. Et enfin nous poursuivrons notre série de reportages consacrée à l'été au marché. Aujourd'hui, épisode 2 avec un coup de projecteur sur une spécialité qui plaît beaucoup, la soca. Mais avant de développer ces titres, nous allons vous parler du bac général 2012. Nous l'avions déjà évoqué, 95,5% de réussite à l'écrit. À l'issue, plusieurs élèves ont passé l'oral de rattrapage. Voici les résultats. 287 bacheliers cette année. Seuls 4 élèves n'ont pas obtenu leur baccalauréat. 2 élèves n'ont pas obtenu le baccalauréat terminal S, 1 élève en terminal ES et 1 élève en terminal BTN. Mais globalement, c'est un véritable succès. 190 mentions, encore mieux que l'année dernière, ce qui n'est pas peu dire. L'année dernière, on avait 178 mentions, cette année 190. Et nous avons un taux de réussite cette année au baccalauréat de 98,6, alors que l'année dernière, on était à 98,5, ce qui était déjà remarquable. Les résultats, je crois, sont tout à fait clairs et montrent, je dirais, démontrent une fois de plus l'excellence de l'enseignement monégasque. Moi, je voudrais ici féliciter chaleureusement et remercier la direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, son directeur, Madame Bonal, l'ensemble de ses équipes, les chefs d'établissement, les équipes pédagogiques et les enseignants qui ont été, je dirais, comme d'habitude, compétents, c'est clair, dévoués et très impliqués. Et puis je voudrais aussi, parce que je crois qu'il ne faut pas les oublier, féliciter les lauréats, féliciter nos élèves et leur souhaiter de bonnes vacances. On prend la direction du Grimaldi Forum où s'est déroulée pendant 5 jours la 21e session annuelle de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. Après 5 jours de concertation, des résolutions ont été adoptées et un nouveau président a été élu. Voyez ce reportage de Jean-Christophe Dimino. Parmi les 25 résolutions adoptées dans la déclaration finale, les parlementaires de l'OSCE ont mis l'accent sur plusieurs régions du monde dont l'avenir reste incertain. Dans la zone d'influence post-soviétique, tout d'abord, au Kirghizistan, en Moldavie, dans la vallée du Karabakh, théâtre de tensions historiques entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ou encore en Géorgie, dont le Parlement doit être renouvelé à l'automne. La situation politique en Ukraine fait également l'objet d'une attention toute particulière, d'autant que l'Ukraine assumera la présidence tournante de l'OSCE en janvier 2013. L'Assemblée parlementaire rappelle qu'elle veille au bon équilibre de la démocratie et de la sécurité. La POSCE lance donc un appel officiel à libérer l'ensemble des prisonniers politiques retenus dans certains de ses États membres. La question sensible du programme nucléaire de l'Iran est également évoquée dans cette déclaration finale de Monaco. À l'issue de la session, l'Assemblée s'est choisi un nouveau président, le député italien Riccardo Migliori, élu pour un mandat d'1 an renouvelable. À 60 ans, il est le premier parlementaire de son pays à accéder à la fonction. Ce qui nous attend dans les prochaines semaines sera crucial pour notre activité parlementaire. Notre observation du processus électoral est fondamentale pour la tenue de scrutins libres et équitables. C'est vraiment le cœur de la mission de notre Assemblée parlementaire. Le président Migliori, qui avait axé sa campagne sur la médiation et le travail de terrain, après Monaco, c'est Istanbul qui accueillera la prochaine session annuelle de cette organisation. Jean-Charles Gardetto est vice-président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE. À ce titre, il en a profité pour présider une séance de travail du Forum méditerranéen. Le thème, l'avenir démocratique des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. La raison de ce choix, d'abord, c'est que Monaco est sur la Méditerranée
et que c'est une occasion assez unique d'avoir une assistance nombreuse pour ce forum, puisque habituellement le forum méditerranéen est associé à la conférence d'automne qui se tient chaque année dans un pays différent. Et Monaco s'est présenté comme un lieu naturel pour tenir ce forum. Nous ne sommes ni un pays islamique, ni un pays affilié à Israël, ni un pays de l'Union européenne. Donc je pense qu'on offre un terrain tout à fait neutre pour débattre des questions qui intéressent la Méditerranée, la sécurité en Méditerranée et le processus démocratique qui s'est engagé dans un certain nombre de pays de l'autre côté de la Méditerranée. Et je pense que pour les monégasques et pour les résidents de la principauté, c'est quelque chose de très important que de mettre Monaco sur la carte de la géopolitique méditerranéenne. Ça joue complètement dans l'intérêt de la visibilité de Monaco. On quitte le Grimaldi Forum et on prend la direction de la Russie. Vous allez le voir, les responsables du tourisme monégasque sont sur tous les fronts et accompagnent régulièrement les entités de la principauté lors de leurs déplacements, comme très récemment les ballets de Monte-Carlo à Moscou. Reportage de José Sacré et Serge Prémont. Du 27 au 30 juin 2012, les ballets de Monte-Carlo étaient à Moscou pour y présenter Daphnis et Chloé, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. La compagnie monégasque, invitée par le directeur artistique du Bolchoï, s'est produite aux côtés du San Francisco Ballet et du Bolchoï Ballet à l'occasion d'un nouveau festival. Un festival dont l'ambition est d'ouvrir au monde le théâtre du Bolchoï, temple du ballet classique, et d'accueillir sur cette scène mythique les grandes compagnies internationales de danse contemporaine. À cette occasion, son Excellence M. Claude Jordan, ambassadeur de Monaco en Russie, M. Michel Bouquier, conseiller technique au département des finances, et Guillaume Rose, directeur du tourisme, et son équipe étaient présents dans la capitale russe pour une grande opération de promotion de la principauté. Je crois que c'est typiquement le genre de manifestation qui, pour la principauté, nous positionne au meilleur niveau à Moscou, nous fait connaître et nous ouvre, je pense, pas mal de perspectives. Nous avons évidemment ce soir fait une opération de relations publiques avec des partenaires que nous avons ici à Moscou. Je crois que ça leur donne vraiment une idée de Monaco qui est à la hauteur de l'idée qu'ils ont du Bolchoï lui-même d'abord. Hier soir, nous avons profité pour inviter une sélection de grandes fortunes russes à qui nous avons remis la carte Monaco Private Label, vous savez, celle qui donne accès à des privilèges particuliers. Et donc voilà, une élite russe de Moscou et avec ce soir encore une nouvelle invitation, les mêmes mais également d'autres qui sont également considérés pour, si vous voulez, pour développer l'attractivité de la principauté. Jean-Christophe Maillot, c'est un ambassadeur rêvé pour nous, donc on en profite pour monter des opérations de tourisme, on en profite pour voir les tours opérateurs, les agences de voyage, continuer à développer le tourisme russe à Monaco qui est magnifique, continuer à profiter du capital sympathie qu'inspire Monaco et qui est particulièrement exprimé par Jean-Christophe Maillot aujourd'hui avec un spectacle éblouissant, avec des Russes enthousiastes, et tout ça, ça bénéficie à la principauté et c'est magnifique. Nous reviendrons sur cet événement artistique important pour la compagnie des ballets de Monte-Carlo dans un prochain magazine. Le reste de l'actualité en bref, avec pour commencer le gala AIDS Evening 2012, un gala au profit de l'association Fight AIDS Monaco, présidée par la princesse Stéphanie, la princesse qui a tenu à remercier les convives présents lors de la soirée. Merci encore d'être tous là. Pour ceux qui sont avec nous fidèles depuis le premier gala Fight AIDS ici, merci d'être encore là. Merci pour les nouveaux venus de nous soutenir. On a vraiment besoin de vous pour aider toutes ces personnes et continuer notre combat au quotidien contre cette terrible maladie. Merci de votre générosité. Bonsoir. A noter qu'une tombola avec de nombreux lots a été organisée. Un collier Cartier avec 56 diamants, par exemple, a été gagné. 2 groupes sont venus réchauffer la salle. Tout d'abord, Caravane Palace, un groupe français qui mélange de l'électro-swing et du jazz manouche. Et enfin, pour clore cette soirée manouche, Chico and the Gypsy. Après cette soirée de gala, un rendez-vous à venir, toujours dans la salle des étoiles. Ce jeudi, le Monaco Live Music 2012 accueille sur scène 2 rappeurs américains, de Pittsburgh plus précisément, Mac Miller et Wiz Khalifa. À 2 pas du Sporting d'été, le site Handiplage et Audioplage vient d'ouvrir au Larvoto. Christine Datomel revient sur les bienfaits de la baignade pour les personnes handicapées. Reportage.
Abandonner la monotonie du quotidien, c'est dans un milieu à la fois ludique et ensoleillé que les personnes handicapées retrouvent des sensations quelque peu oubliées. Le grand risque pour ces personnes étant l'isolement, et partant de ce constat, le site Handiplage, situé au Larvoto, favorise chaque été depuis maintenant 12 ans l'intégration des personnes à mobilité réduite à travers les joies de la baignade. Véritable fauteuil de mer, les tirs à l'eau sont adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Il y a des tirs à l'eau pour ceux qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas rentrer dans l'eau facilement ou sortir de l'eau facilement, qui vont nous permettre en fait de les asseoir, de les glisser dans l'eau, de les faire nager ou de les faire évoluer dans l'eau et de les sortir de la même façon. Et ce qu'il y a de très très intéressant, c'est que ça n'est pas fait uniquement pour les personnes que l'on appelle handicapées, c'est aussi fait pour des gens par exemple qui pourraient se casser une jambe et qui ont du mal à accéder à la mer et ainsi de suite. Ça permet d'accéder à la mer à plein de gens qui ne pouvaient pas accéder à la mer avant. Moins connu mais pourtant présent sur la plage du Larvoto, le site Audioplage permet aux personnes malvoyantes de se baigner librement en toute autonomie et dans des conditions de sécurité optimales. Bien, vous avez des balises qui sont à la mer et les malvoyants ont donc un bracelet qui est en connexion avec la balise et ce qui leur permet de se diriger dans l'eau. Jusqu'au 9 septembre, le site Handiplage et Audioplage est ouvert tous les jours de 10h à 17h sans interruption et sachez que 3 heures de parking seront offertes aux accompagnants. Parlons français à présent, ou plutôt on va essayer. Les timbrés de l'orthographe, c'est le nom de l'opération qui succède au Dico d'Or. Cette année, c'est l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt qui a donné une dictée. Les plus jeunes ont également pu participer à l'image de Théa Taglioni de Monaco. Elle a obtenu la 2e place avec un sans faute. Sandrine Nègre l'a rencontrée. Alors en fait, les timbrés de l'orthographe, c'est une espèce de concours pour redonner goût à l'écriture, à écrire des lettres, redonner goût à la langue française. Et c'est un concours pour voir, pour un peu se remettre dans le bain. Et c'est vraiment parce que les organisateurs se sont rendus compte que les gens ne faisaient plus trop attention à écrire des lettres avec l'arrivée de l'électronique et tout. Et ils se sont dit qu'il fallait faire ça pour redonner goût à la langue française et à l'écriture. Monsieur Schmitt, je pense qu'il a fait exprès de la faire un peu difficile pour pouvoir nous donner du fil à retordre. Mais je pense que je me suis plutôt bien débrouillée parce que j'ai trouvé que la dictée cadet était facile. Après, les plus grands niveaux, ils étaient vraiment très durs, mais la dictée cadet était facile, donc il s'est bien débrouillé quand même. Et alors au final, est-ce que tu as fait quelques fautes quand même ou pas du tout? Non, j'ai fait un sans faute. Et comment on se prépare justement pour obtenir un sans faute? Eh bien, c'est une question de bien réviser les problèmes qu'on a juste avant de passer, bien réviser les problèmes, ce qu'on n'arrive pas à mémoriser, les conjugaisons, les choses comme ça, parce qu'il y a toujours des questions dessus. Toutes nos difficultés en fait, c'est pour être bien sûr d'y arriver. L'année prochaine, tu vas te relancer dans la course? Oui, je vais essayer de faire encore mieux et de gagner de nouveau le timbre d'or. Vous l'avez peut-être entendu lundi soir, la France a ouvert le bal du concours international pyromélodique de Monaco. À cette occasion, le jury s'est réuni sur la terrasse du centre cardio-thoracique. Retour sur ce spectacle de son et de lumière avec Vanessa Dessy. Un public bruyant, impatient et qui fourmille de toutes parts sur le port. Quand tout à coup le silence, l'obscurité, une principauté qui retient son souffle. Et puis c'est parti pour 20 minutes de spectacle inoubliable, de la musique, des explosions et des couleurs. Le ciel devient alors le théâtre d'un ballet lumineux, comme chaque année pour le traditionnel concours de feux d'artifice pyromélodique. Un jury composé de plusieurs personnalités de la principauté s'était réuni pour l'occasion. Chaque membre du jury va, comme on dit, voter en son âme et conscience avec ses propres références. C'est l'avantage d'un jury avec de nombreuses personnalités dedans, c'est de pouvoir à ce moment-là essayer d'avoir quelque chose de plus exact. On a une grille d'évaluation avec des critères bien précis sur l'utilisation des couleurs, l'utilisation du volume de l'espace, sur la coordination, comme je vous disais, avec la musique. On a des critères très précis, oui, pour juger de la qualité des feux. Le public avait répondu présent sur le port de Monaco. De 7 à 77 ans, les feux d'artifice restent un moment magique. Très bien.
Premier feu d'artifice vraiment magnifique, toujours aussi impressionnant. Vivement le prochain, voilà. Très bien. It's perfect, it's lovely, it's the best show in Europe, I'm sure. Magnifique, j'ai trouvé que c'était extraordinaire même. C'était bien parce que quand c'était grand, et ben, il y avait quelque chose dans le cœur, on dirait. Very great. Very nice. Yeah, very nice. On attend le reste, mais en tout cas, c'était très bien. Ouais. Pour la France, moi j'ai trouvé que c'était sympathique. D'abord que c'était assez long. Et moi j'ai bien aimé les séquences unicolores. Le bouquet final, était très intéressant, très beau. Très bien le bouquet final. Très bien. Vous pouvez dès à présent participer au vote du concours de feux d'artifice pyromélodiques via le site internet mis en place par la mairie de Monaco. Prochain rendez-vous avec la République tchèque le jeudi 19 juillet à 22h. Tout au long de la semaine, nous vous proposons une série de reportages consacrés à l'été au marché. Aujourd'hui, épisode 2 avec un coup de projecteur sur une spécialité qui plaît beaucoup, la soca. Sandrine Nègre, Guillaume Sapé-Triomphe et Louis Borgia en ont profité pour la déguster. Reportage. Ça va chérie? Ah, ça c'est ma meilleure cliente ça. Cette cliente n'est pas la seule à apprécier la soca de Roger. Il n'est presque plus nécessaire de le présenter et pour cause, Roger est l'un des plus anciens commerçants du marché de la Condamine. Tombé dans la marmite à l'âge de 14 ans, il y a plus de 30 ans, il réalise au quotidien une soca bien dorée qui a la particularité de ne pas rester longtemps exposée. Elle part très vite dans les mains des clients. L'art du chef y est certainement pour beaucoup, alors qu'elle est justement la recette de cette spécialité. Et voilà amigo, l'affaire est dans le sac. La soca c'est la farine de pois chiche, de l'eau, du sel, du poivre et de l'huile d'olive. Et le savoir-faire du chef. Le chef c'est moi. Alors qu'est-ce qui explique le succès de la vôtre selon vous? C'est la façon de la faire. Façon de la faire, la cuisson. Combien de temps ça prend finalement pour fabriquer la pâte et pour ensuite la faire cuire? Fabriquer la pâte, 10 minutes, mais après il faut attendre 1 heure qu'elle repose. Et après la cuisson, il faut un four qui soit super chaud. Moi je cuis à 440 degrés. Et si Monaco et Nice se sont à maintes reprises affrontés par le passé sur les pelouses des stades, le match s'est aussi quelquefois joué dans le domaine culinaire, tout comme pour les Barbadjans. La question a animé certains débats, la soca est-elle une spécialité monégasque ou niçoise? Roger, lui, met tout le monde d'accord. La soca, c'est une spécialité génoise. Et à l'époque, à Gênes, parce que c'était les bateaux qui arrivaient avec la farine de pois chiche, ils faisaient la soca épaisse et ils la mettaient dans le morceau de pain. Ils mangeaient la soca dans le pain. Et après, nous ici, bon, on a amélioré et on l'a fait fine, croustillante, parce qu'avant c'était bouilli, comme la soca qui a Ventimille, pareil. Ils sont des dizaines à venir au quotidien pour déguster un morceau de soca. Plusieurs clients de Roger ont leurs habitudes et connaissent l'horaire par cœur. À 11h, la soca sort toute chaude du four. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Et puis ça fait des années qu'on la mange, donc c'est le meilleur. Vous venez ici tous les jours? 2-3 fois par semaine. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans la soca en fait? C'est le goût du pois chiche, c'est la pâte? C'est tout, c'est nous, c'est ici, c'est incomparable. Dernier petit conseil pour finir, le secret pour relever votre part de soca, une pincée de poivre. Ah, c'est bon pour Suite de notre série de reportages consacrés à l'été au marché, la prochaine fois, vous verrez un focus sur les nouveaux espaces de convivialité. Quel temps fera-t-il cette semaine? Voici la météo. Mercredi, un large soleil avec quelques nuages, mais très provisoire. La chaleur est conforme à la saison, de 23 à 27 degrés. Jeudi, un beau temps chaud et des nuages dans la matinée. Il fera de 24 à 27 degrés. Vendredi, le soleil sera un peu plus voilé dans l'après-midi, sans grand changement de temps. Les chaleurs seront lourdes, de 24 à 29 degrés. Et enfin, samedi, un ciel changeant avec du soleil et des nuages passagers. Il fera de 23 à 29 degrés. Ce journal est terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous propose de suivre dans quelques instants votre magazine ciné concocté par José Sacré. À très bientôt, au revoir.